Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du codage spatial. Alors le codage spatial va commencer après la réception du signal. Donc le tout étant de savoir comment on allait localiser les signaux dans l'espace. Concrètement, l'antenne reçoit les informations qu'il faut décoder. Il y a différents éléments qui seront à notre disposition pour localiser les points. Donc il y a le champ de vue, l'épaisseur de coupe, la matrice avec son nombre de lignes et son nombre de colonnes. Le nombre de lignes et le nombre de colonnes formant le voxel. Pour rappel également, le champ de vue, ou FOV, représente la taille réelle du plan de coupe. La matrice représente le nombre de lignes et de colonnes et détermine le nombre de pixels de l'image reconstruite. La FOV sur la matrice détermine la résolution spatiale. La taille du pixel peut être modifiée tout en changeant la taille du FOV et ou de la matrice. Le FOV et la matrice peuvent être symétriques ou asymétriques. Là, je vous envoie sur la présentation des bases physiques en IRM. Alors, comment nous allons localiser les signaux dans l'espace? Bien, grâce à des gradients de champ magnétique. Donc, pour rappel encore, qu'est-ce qu'un gradient? C'est une variation de données physiques ou d'une mesure à travers l'espace ou le temps. En IRM, les gradients peuvent être linéaires et symétriques. Donc c'est une bobine d'électroaimant superposée au champ magnétique B0. Autrement dit, nous allons rajouter un petit champ magnétique au champ principal B0. Donc nous allons ajouter trois gradients qui sont le gradient de sélection de coupe. Autrement dit, pour être basique, ça sera axial, coronal ou sagittal. Le gradient de sélection de phase. Je vous rappelle que dans le sens de phase, c'est là où se passe le plus d'artefacts, et le gradient de sélection de fréquence, là où un seul des artefacts se produit, c'est le décalage chimique. Donc, première direction de l'espace. Le gradient de sélection de coupe est appliqué au moment des impulsions RF. On fait varier le champ magnétique dans un axe de manière à déterminer l'orientation des coupes. Donc, par exemple, le gradient de sélection de coupe, si on va de droite à gauche, ça sera sagittal. Donc il faut imaginer votre personnage, votre patient devant vous, et on veut faire des tranches sagittales. Donc si on veut couper entièrement le patient, il faudra bien aller de droite à gauche. Donc pour avoir du sagittal, il faut appliquer un gradient de sélection de coupe de droite à gauche. De même, pour les coupes axiales, on devra faire des tranches qui vont de la tête vers les pieds. Idem, enfin, pour le dernier gradient antéro-postérieur, qui sera donc coronal. Deuxième direction de l'espace, ça sera le gradient de sélection de phase. Il est appliqué après les impulsions RF et avant la lecture du signal. C'est le codage des lignes de la matrice. On marque les protons par des phases différentes. Alors, autre petite précision, je viens de vous dire que c'est dans le sens de codage de phase que se passent les principaux artefacts. Donc il faudra penser à positionner votre sélection de phase dans un sens où il y aura le moins d'artefacts possible. Je pense notamment au repliement ou à la répétition de l'aorte, par exemple, en abdomen. Troisième direction de l'espace, c'est le gradient de sélection de fréquence, ou gradient de lecture appliqué pendant le recueil du signal au temps TE. Lui, ce qui l'intéresse, ça sera donc le codage des colonnes de la matrice, et chaque colonne aura la même fréquence. Donc le repliement, je vous ai dit tout à l'heure que le repliement se faisait dans l'axe de la fréquence. Donc il est important de le reconnaître
pour qu'on puisse adapter notre position de gradient de fréquence et de phase selon la possibilité d'avoir du repliement ou non. Alors pour rappel, le repliement c'est quoi? C'est l'apparition sur la zone étudiée de différentes parties anatomiques non contenues dans le champ de vue initial. Donc je viens de vous le dire, il se propage le plus souvent dans le codage de phase, donc dans les lignes. Donc concrètement, il se passe quoi? Les impulsions RF qui sont appliquées excitent également les protons situés à l'extérieur du fauve. Et ceux-ci commencent à émettre alors des signaux. Le système recueille toutes les données et recueille aussi les données des protons qui ne sont pas situés dans le fauve. Il y a donc création d'une erreur dans le signal. Et la machine va le traduire en le faisant replier l'image. Donc voilà un exemple concret où on a la voûte du crâne sur la partie antérieure et la partie antérieure du crâne sur la partie postérieure. De même ici en sagittal, on retrouve la voûte sur le nez et ici le nez dans la voûte. Encore un petit rappel pour bien l'avoir en tête, c'est que l'IRM n'est qu'une suite de compromis entre le rapport signal sur bruit, le contraste, la résolution spatiale, l'absence d'artefacts et le temps d'acquisition. Il faut donc déterminer les orientations des différents gradients de manière à optimiser le temps d'examen et à éviter les artefacts de repliement notamment. Donc, je rappelle, 3 gradients existent, donc le gradient de sélection de coupe, le gradient de sélection de phase, le gradient de sélection de fréquence. 3 orientations, tête-pied, antéro-postérieur et gauche-droite. Nous allons donc voir quelques petits exercices pratiques. Premier exemple, pour avoir une coupe transversale, donc une coupe axiale, comment est placé le gradient de sélection de coupe, le gradient de phase et le gradient de fréquence. Donc le gradient de sélection de coupe, je vous ai dit pour avoir des tranches de la tête vers les pieds, pour avoir des tranches axiales. Le gradient de sélection de phase, on va le mettre dans le sens droite-gauche parce qu'il n'y a pas grand-chose qui nous gêne pour les artefacts. Et le gradient de fréquence, il reste évidemment la dernière position, donc c'est en antéro-postérieur. Même question pour un plan sagittal. Donc pour le plan sagittal, je rappelle, on va couper de droite vers la gauche. Donc pour le plan sagittal, le gradient de sélection de coupe sera donc en droite-gauche. Le gradient de phase sera en antéro-postérieur. Le gradient de fréquence sera donc dans la dernière position, c'est-à-dire en tête-pied. Donc ce qui est vraiment important pour le moment à retenir, c'est il faut savoir dans quelle orientation vous voulez travailler, soit axial, coronal, sagittal. Dans ce cas-là, le gradient de sélection de coupe ne changera jamais. Et ensuite, c'est positionner les 2 autres gradients de manière à ne pas avoir d'artefact. Donc un autre exemple en coronal. Donc là, on va aller un peu plus vite. Donc gradient de sélection de coupe, nous allons faire des coupes du nez vers la voûte crânienne. Donc ça sera antéro-postérieur. Le gradient de sélection de phase, on va le mettre en droite-gauche. Et le gradient de fréquence en tête-pied. Donc ici un autre exemple, un autre petit exercice où il va falloir trouver les 3 gradients d'après cette image. Il y a un indice qui vous permet de trouver
tous les gradients. Alors la réponse, donc c'est une coupe axiale. Donc forcément une coupe axiale, toujours la même chose. On coupe des tranches des pieds vers la tête. Maintenant pour le gradient de phase. On a vu que la majorité des artefacts se font dans le sens de codage de phase. Ici, vous avez un artefact avec la répétition de l'aorte. Donc on est bien dans ce sens-ci. Donc la phase étant antéro-postérieure. Donc forcément, la fréquence est en droite-gauche. Encore un petit exemple où il va falloir trouver les trois gradients. Donc le gradient de sélection de coupe, donc nous avons des coupes sagittales, donc on coupe des tranches de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Donc la sélection de coupe, c'est donc droite-gauche. En ce qui concerne le gradient de phase, on le met toujours dans le sens pour éviter le plus possible des artefacts. En l'occurrence, ici, il y a un souci, c'est le LCR ici, qui circule et qui bat. Donc si on le mettait en antéro-postérieur, on aurait un risque, comme pour l'aorte, de voir le LCR se projeter sur le rachis. Du coup, on met le gradient de phase en tête-pied. Donc ce qui reste pour le gradient de fréquence, c'est bien sûr antéro-postérieur. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à aller voir nos autres présentations.